Et si mon locataire ne paye pas son loyer, est-ce une crainte ou un risque réel, Dominique? Alors, le locataire qui paye pas son loyer, c'est vrai que c'est ce qui revient toujours chez ceux qui ont peur de commencer. Ça vient pas, c'est pas une crainte qui vient des investisseurs qui ont déjà commencé à investir. Ça vient de ceux qui disent j'hésite à investir parce que franchement j'ai vraiment peur. Ma crainte numéro 1, c'est que mon locataire ne paye pas son loyer. C'est drôle, hein. C'est drôle que cette crainte revienne parce qu'en définitive, ils sont à l'écoute de ceux qui ne pratiquent pas. Je demande l'avis de ma maman. Ah non, mais n'achète pas d'appartement parce que tu te rends compte si ton locataire ne paye pas son loyer. Ah mais oui, j'avais pas pensé à ça. J'en parle au boulanger. Ah non, mais il faut pas acheter, tu te rends compte, si ton locataire paye pas son loyer. Ben oui, mais dans la plupart des cas, le locataire paye son loyer. Alors pourquoi est-ce qu'on voit juste le mauvais côté des choses? Donc évidemment, c'est une crainte qui peut être une excuse, mais il y a des gens qui aimeraient investir et ils ont peur. Ils se disent, bah oui, mais il n'y a pas de solution si mon locataire paye pas son loyer. C'est vraiment une peur. Parce que ça peut arriver, il y a des moyens de s'en prémunir, mais les investisseurs qui ont démarré, ils savent que parfois il peut y avoir des couacs, parfois il peut y avoir des imprévus, mais on peut prévoir l'imprévu. Et dans la plupart des cas, si on achète un appartement pour le mettre en location, c'est pas pour avoir un impayé, sinon évidemment il faut pas le faire. Mais je pense que le fait d'essayer de se lancer, ça permet de faire la différence. Le fait d'attendre, on peut attendre longtemps, on aura toujours la même peur. Mais du coup, comment est-ce que tu fais, toi, du coup, pour te prémunir de cet impayé potentiel qui est effectivement minime, mais qui pourrait exister Alors, la première chose, indépendamment des garanties qu'on va énumérer, il existe des systèmes de garantie qui vraiment nous permettent d'être en sécurité. Mais la base, c'est sélectionner un locataire déjà qui a envie de payer. Alors, on peut se tromper. Tout le monde présente bien, comme à l'entretien d'embauche, tout le monde présente bien lorsqu'il s'agit de louer un appartement. Et après, on ne sait pas si ça va être suivi. Mais c'est déjà rencontrer les locataires lors de la visite et leur poser des questions et voir les questions qu'ils posent. Parce que souvent, il peut y avoir des indices aussi. Hein. Et si j'ai des difficultés, et si je suis au chômage, regardez s'ils ont un contrat de travail. Ce qui est important, pour moi, on est dans l'investissement, on n'est pas dans le social. On n'est pas là pour louer à des amis qui sont dans le besoin en disant il va me payer, je lui fais confiance, c'est mon ami. C'est déjà faire une bonne sélection du locataire par rapport à des critères rationnels, des critères de rendement, des critères de solvabilité et pas par rapport à des critères d'amitié ou d'humanité. On a le droit, mais si on dit je vais accueillir des personnes qui sont dans le besoin, il ne faut pas qu'en contrepartie, on attende qu'ils payent un loyer parce que les personnes qui sont dans le besoin sont dans le besoin. Des personnes qui sont en situation précaire, des personnes qui viennent de s'installer dans la ville ou dans le pays et qu'on a envie d'aider, très bien, mais c'est pas eux qu'on va demander un loyer. Et donc, si on leur demande un loyer qu'ils ne payent pas, il faut pas être surpris à ce moment-là. Je connais trop d'investisseurs et ça m'est arrivé aussi parce qu'on est humain, on a envie d'aider. Un locataire qui est en difficulté, on dit oui, mais je vous fais confiance, je sais que le mois prochain vous allez payer. Et du coup, la confiance s'installe, il se dit j'ai pas besoin de payer. Et le mois suivant, il se dit écoutez, la rentrée d'argent que j'attendais, je l'ai toujours pas reçue, mais faites-moi confiance, je vais vous payer. Ouais, je vous fais confiance. Bon, le mois prochain. Et puis les mois passent et la confiance ne va que dans un sens. Moi, je fais confiance au locataire, mais lui, il abuse de la confiance. Le loyer est dû, quelle que soit la situation. Si je suis dans un logement, je dois payer. Donc, il n'y a pas de raison de faire cadeau du loyer au locataire ou d'accepter un gros décalage dans le paiement. Il y a un délai pour payer le loyer. Normalement, c'est au début du mois. Ça peut aller jusqu'au 5, jusqu'au 10 si c'est vraiment une entente particulière, mais il faut surveiller. Le locataire doit payer son loyer. Il est important en tant que propriétaire d'offrir un logement décent, mais plus que décent, c'est un logement confortable. Il faut que le locataire, il sente bien que s'il ne paye pas, il n'a rien à faire là. Il doit payer son loyer parce qu'il est bien logé. Il est dans un local, dans un appartement qui est confortable ou dans une maison qui est confortable avec, évidemment, c'est pas le cas dans les anciens logements, mais avec toutes les commodités, cuisine, salle de bain, toilette, tout à l'intérieur, avec une bonne isolation. S'il est bien chez lui, il n'y a pas de discussion possible. Le loyer est dû ou alors il s'en va. Ok, donc du coup, la conclusion, ce serait de dire il y a la possibilité de faire du social, mais c'est fortement à éviter. C'est fortement déconseillé, ou alors il faut le savoir au départ et se dire je vais loger. Parfois, c'est même dans la famille, tout simplement. Un couple qui se sépare, ils sont un peu en difficulté financière. Je vais loger mon neveu parce que je le connais bien. Et puis c'est là où j'entends le plus de difficultés. J'ai logé mon neveu, quand même, il me fait ça à moi, il paye pas le loyer. Bah ouais, c'est parce que tu
t'es pas entouré de garantie. Oui, mais je le connais. Mais le connaître, ça veut pas dire que pour autant, il va payer. Même s'il est solvable, un locataire qui ne veut pas payer, il peut s'écouler un certain temps avant de pouvoir l'obliger à payer ou à pouvoir l'expulser, parce que la loi en France protège le locataire, donc il faut s'entourer de garanties, et comme ça, c'est juste pour tout le monde. Et du coup, c'est quoi ces garanties qui sont mises à disposition en France pour les propriétaires, justement, par rapport à des éventuels impayés ou autres? Alors, il existe différents types de garanties, et c'est là où ça me fait penser à des choses que je trouve très drôles. Il existe d'abord les garanties loyers impayés, GLI, qui sont des assurances loyers impayés, qui sont proposées par les agences qui font la location, la gestion locative, ou qui sont proposées tout simplement chez votre banquier. Si vous vous occupez de la gestion locative vous-même, vous pouvez très bien prendre une assurance loyer impayé chez votre banquier ou chez votre assureur qui va vous la proposer. Et je vois souvent des propriétaires qui disent donc ça coûte de l'ordre de 2 à 3%, 2% hors taxe à 3% du montant des sommes encaissées chaque mois. Donc s'il y a 500 € de loyer et 50 € de charge, l'assurance va te coûter entre 2 et 3% du montant de la somme encaissée. Et les propriétaires qui disent « Ah non, mais moi je veux pas donner ça, c'est scandaleux, il n'y a pas de raison. » Mais oui, mais 2 à 3%, si c'est le prix de la tranquillité, je t'assure que c'est vraiment confortable, parce que quand tu as, ça m'est arrivé sur une vingtaine d'appartements, d'avoir 19 appartements avec une garantie loyer impayé, j'ai aucun problème. Et je dors tranquille. Et le seul appartement où, par excès de confiance, je me dis ça se passe bien sur les autres, donc je ne vais pas prendre d'assurance là. Le bonhomme, il a l'air sérieux, le locataire. Je ne prends pas d'assurance. Et ben c'est là où il y a un problème de paiement. Donc les 3% que coûte l'assurance, c'est un investissement. En plus, on peut le déduire des loyers encaissés, donc on n'est pas imposable. Ça permet de diminuer l'assiette imposable. Donc les propriétaires qui disent « je veux faire l'économie de cette assurance-là », ils prennent vraiment un risque, parce que le prix d'un mois de loyer impayé, c'est largement plus que 3% des sommes encaissées sur une année. Un loyer impayé, c'est 3% d'un loyer sur plusieurs années. Donc passer de cette assurance-là, c'est vraiment inutile. Moi, je le fais plus. Quitte à ne pas avoir de locataire, mais il faut une garantie, parce que comme ça, le locataire sait qu'il doit payer. Et s'il ne paye pas, je m'en fiche, c'est la garantie qui prend le relais, c'est plus mon problème. Petite parenthèse, par rapport à la GLI, il faut bien prendre en compte que pour que la GLI soit active, qu'elle soit valable, il faut que le potentiel locataire que vous mettez en place dispose de 3 fois le montant du loyer. C'est une règle qui s'applique en fait pour bénéficier de la garantie loyer impayé. Et ça, c'est la règle, c'est pas la loi qui le dit, c'est les assureurs, ils tiennent compte de ça. Ce qui n'est pas forcément juste, parce que parfois, si on loue un appartement 500 € par mois, on va avoir un locataire qui va gagner 1500 € par mois, 3 fois le montant du loyer. Sur le papier, tout va bien. Sauf qu'il a un crédit voiture, il a une pension alimentaire à verser, il a d'autres dépenses, il ne peut pas payer. J'ai vu des locataires potentiels visiter des appartements que je proposais à la location, qui, au lieu de gagner les 1500 € par mois requis, gagnaient 1450, à l'assurance, ça passait pas. Sauf qu'il me montrait les extraits de compte, j'ai 0 dette, j'ai pas de crédit voiture, j'ai pas de crédit à la consommation, l'intégralité de mon salaire est disponible pour mon logement et pour mon alimentation, et ça passait pas. Donc, ce n'est pas juste, c'est juste un critère d'assurance, et parfois, même moi, ça m'ennuie de pas pouvoir louer à certains locataires qui, de toute évidence, ont l'air vraiment sérieux. Quand ils montrent les extraits de compte, ils sont sérieux. Mais encore une fois, si demain ils se retrouvent au chômage ou s'ils décident de ne pas payer, si on a une assurance, l'assurance prend le relais. Si on n'a pas l'assurance, c'est à nous de courir et ça peut devenir compliqué. Donc la règle est la règle, tant pis s'ils ne rentrent pas dans les clous, et je ne peux pas les prendre. Ok. Et est-ce que tu as un deuxième type d'assurance que tu pourrais mettre en avant si au cas où la GLI ne pourrait pas assurer l'éventuel locataire? Tout à fait. D'autant plus que la GLI est une assurance payante, il existe la garantie Visal qui est de plus en plus utilisée par les propriétaires, que moi j'utilise au maximum. La garantie Visal, c'est Action Logement qui le propose, c'est un service de l'État tout simplement, qui apporte une garantie pour les locataires et qui garantit les propriétaires que les loyers sont payés. Les règles sont à peu près les mêmes,
Sauf que parfois la règle de l'obligation de gagner 3 fois le montant du loyer n'est pas tout à fait exacte, parce que parfois Visal accorde des garanties à des personnes qui ne gagnent pas 3 fois le montant du loyer. La contrainte pour la garantie Visal, c'est des personnes de moins de 30 ans ou des personnes qui sont dans des situations spécifiques au chômage. Visal a assoupli ses conditions. Pendant longtemps, c'était uniquement les personnes de moins de 30 ans. 31 ans, c'était foutu, ça. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est plus le cas. On peut faire le test dans tous les cas. Il y a des critères d'éligibilité, c'est facile à voir. Vous pouvez même vous amuser à regarder Visal, visale.fr. On le met en sous-titre, qui vous permet de voir si vous êtes éligible en tant que locataire ou en tant que propriétaire, de recevoir un numéro d'agrément du locataire qui a eu sa validation. Et en tant que propriétaire, je regarde si ça correspond au loyer que je demande. Et à ce moment-là, à partir du moment où Visal dit c'est OK, j'ai ma garantie, l'avantage c'est ne coûte rien au locataire et ne coûte rien au propriétaire. Et alors ce qui est paradoxal, ça ne coûte rien. Ce qui est paradoxal, c'est que les locataires ont énormément de mal à remplir, à faire les formalités, qui est un formalisme de base. Je rentre mes coordonnées, mes fiches de paye, mon justificatif de domicile, mon contrat de travail, mon dernier avis d'imposition. Visal me dit, vous pouvez avoir un loyer jusqu'à temps. Eh ben, les locataires ne le font pas. Si je le fais pas avec eux, il y en a plein qui le font pas et c'est pas des imbéciles. Je sais pas si c'est de la flemme, de la nonchalance, de la désinvolture. Quand je demande aux locataires, est-ce que vous avez une garantie Visal? Non, je connais pas, je préfère autre chose. Mais non, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de garant, vous n'avez pas besoin de garantie. En général, quand on dit c'est gratuit, c'est... Ouais, mais ils le font pas malgré tout, quitte à ne pas accéder à la location du logement. Mais ça, c'est de l'humain, c'est autre chose. Et ça, c'est la réalité du terrain. Là, on n'est pas dans la théorie. Dans la théorie, garantie Visal, tout le monde est content. Et les locataires ne remplissent pas, ne font pas le formalisme de remplir leurs coordonnées et de justifier des données qu'ils indiquent en téléchargeant leur justificatif. Ils le font pas. C'est juste par flemme, alors que ils veulent louer l'appartement, ils ont les moyens. Moi, je dis oui, mais moi je vous crois, je vous fais confiance, mais demain si vous êtes au chômage, comment vous allez faire? Moi j'ai besoin d'une garantie, sinon je ne loue pas. Et aujourd'hui, je ne loue plus si je n'ai pas de garantie. Parce que bien sûr, si je n'ai pas de garantie, je prends un locataire quand même. Je me dis bon ben c'est déjà ça, et s'il paye pas tous les mois, c'est pas grave. Si mon logement est vide, ça me rapporte rien du tout. Sauf que le locataire qui ne paye pas, il faut arriver à le faire sortir. Je préfère avoir un logement vide pendant 6 mois qu'avoir un locataire qui ne paye pas et que j'arrive pas à sortir. Ça, je l'ai appris aussi avec le temps. Parce qu'au début, je me disais, mais je préfère avoir un mauvais payeur plutôt que pas du tout. Mais non, parce que le mauvais payeur, il est là et on n'arrive pas à le sortir. Exactement. Avec tout ce qu'on vient d'évoquer par rapport à la GLI et à la Visal principalement, au final, c'est quoi du coup les conséquences d'un loyer impayé? Les conséquences d'un loyer impayé, c'est très clair. Dans la mesure où on est dans l'investissement, le but de l'investissement, c'est louer un appartement, encaisser un loyer. Si je n'encaisse pas de loyer, non seulement je n'ai pas du tout le rendement que je prévoyais d'avoir, mais la difficulté suivante, c'est que vis-à-vis du banquier, quand je veux monter une nouvelle opération, je n'aurai pas la crédibilité. Ça va très loin. Le banquier va dire, mais vous avez monté une première opération, mais c'est vous qui remboursez le crédit, vous n'avez pas de loyer en face, montrez-moi où arrivent les loyers. Ah ben j'ai des impayés. Le banquier va tout de suite perdre sa confiance en disant, là attention, dossier à risque, cet investisseur-là, on lui prête de l'argent, mais il n'arrive pas à rentrer de l'argent en face. Donc même si vous avez la capacité d'emprunt, très rapidement, le banquier va dire non, mais moi je vous prête pas. Vous faites de l'investissement locatif, vous n'avez pas de loyer en face. Donc ça va très loin. Il vaut mieux avoir de la vacance locative et louer ensuite que d'avoir des mauvais payeurs, parce qu'un loyer impayé, c'est lourd de conséquences. Et d'autant plus que quand vous avez un logement vide, il n'y a pas de dégradation. Le locataire qui ne paye pas son loyer et il se rend compte que il y a très peu de conséquences. Alors évidemment, on peut le faire sortir, mais c'est des procédures longues. Il faut passer par un huissier, des notifications, et on arrive à le faire sortir. Et pendant ce temps, il peut tout dégrader. Alors que quand le logement est vide, il ne se dégrade pas. Donc un loyer impayé, c'est lourd de conséquences. Il vaut mieux éviter. Alors bien sûr, un logement vacant depuis plus d'1 an est soumis à la taxe sur les logements inoccupés. Et donc l'objectif, quand on a un logement, c'est le louer et on trouve des locataires. Il faut faire l'effort. Les propriétaires qui ne trouvent pas de locataires, c'est que soit ils ont un logement qui n'est pas décent, soit ils ont un loyer qui est disproportionné par rapport aux autres logements qui sont alloués. C'est-à-dire que si la moyenne des loyers pour un 2 pièces dans un quartier, c'est 600 € par mois et que je demande 1 000 € par mois, même s'il est mieux, il ne vaut pas 400 € de plus par mois. Donc je ne veux pas le louer en disant non, mais moi je veux louer, mais je trouve personne. Mais oui, c'est normal parce qu'il y a un marché. Et c'est toujours, comme pour la transaction, c'est l'offre et la demande. Si je ne suis pas au prix du marché pour ma location,
je ne vais pas trouver de locataire. Et pour ça, c'est facile. On regarde les annonces des autres offres de location dans le même quartier ou dans la même ville et on voit tout de suite si on est bien placé ou pas. Je voulais juste revenir sur une chose. Donc on avait évoqué juste avant la GLI et la garantie Visal, mais est-ce que tu as encore d'autres garanties au-delà de ces deux-là? Là, c'est les garanties institutionnelles. La GLI, ça c'est un assureur, donc on paye, c'est un prestataire extérieur. Visal, c'est l'État, et ça c'est très bien. Mais il existe aussi le fameux garant. Alors le garant, c'est quelqu'un qui se porte garant pour le locataire, et beaucoup de locataires essaye de se débarrasser de la question en disant « mais moi j'ai un garant ». La difficulté avec le garant, elle est double, je dirais. La première chose, c'est que le garant doit offrir les mêmes garanties que le locataire lui-même. Le garant doit disposer d'un revenu qui est 3 fois égal à au moins 3 fois ou supérieur au montant du loyer. Le garant, s'il est au chômage, c'est pas une garantie « oui, mais c'est mon père, il payera ». Non, le garant n'est pas solvable. Donc déjà, il faut que le garant fournisse les mêmes papiers, les mêmes justificatifs que le locataire, et souvent, il n'a pas la capacité. La deuxième chose, c'est que le garant. Il est garant, admettons, il peut justifier de sa solvabilité. Donc si le locataire ne paye pas, j'appelle le garant, c'est à vous de payer. Mais entre-temps, la situation du garant a pu changer. Le garant peut avoir déménagé, être parti à l'étranger. Évidemment, le locataire n'a pas prévenu. Le garant peut être décédé, il peut être à la retraite, il peut être au chômage. Et donc la garantie de départ ne vaut plus. Donc personnellement, je n'aime pas les garants. Parce que les garants ont une situation qui est très floue. Il faudrait chaque mois que le garant actualise sa situation et nous la fasse connaître pour être tranquille. Alors sur le papier, ça fonctionne. Je sais que beaucoup de propriétaires sont contents d'avoir des garants. Et le garant, le seul avantage du garant, c'est que c'est un facteur psychologique. Le locataire, on lui dit, bon, si vous payez pas, vous savez que c'est votre maman qui va devoir payer. Il y en a certains que ça émeut en disant, oui, je veux pas mettre ma maman dans la difficulté, donc je vais payer. Mais il y en a qui s'en fichent. Et la maman n'est pas solvable, ou elle ne l'est plus. Et du coup, le garant ne vaut rien. On a un locataire, on a un garant et personne ne paye. Et donc, c'est une vraie possibilité. Elle est prévue par la loi, elle est prévue par les baux, mais je n'aime pas du tout les garants. Donc, c'est vraiment une possibilité que je déconseille.